À la une ce soir, 7 stations-service livrées aujourd'hui. Les transporteurs ont consenti à assouplir leur blocage en fin de matinée, mais ils attendent toujours de pouvoir enfin négocier avec la CTM. Le Conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui à l'Elysée sans apporter de nouvelles réponses au collectif pour la Guyane décollée. Les politiques ont appelé à la levée des blocages. Le sitting du centre spatial guyanais a été interrompu. La brume de sable continue à stagner au-dessus de nos têtes. Les allergies sont très difficiles à gérer pour certains d'entre nous. Nous ferons le point sur la conduite à tenir pour se protéger de cette pollution. En sport, le premier finaliste régional du trophée Mutuelle Margaillard et le club franciscain. En basket, l'éclair de Rivière-Salée pour les femmes et le Golden Lion pour les hommes se sont imposés lors des demi-finales Play-off aller. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. 7 stations d'essence ont enfin pu être livrées aujourd'hui. Après 2 jours de blocage complet de la Sahara, les cuves étaient déjà à sec. La mobilisation des transporteurs se poursuit, mais les grévistes ont consenti à un assouplissement. Ils sollicitent toujours les négociations avec la CTM, mais en attendant, le carburant se fait de plus en plus rare à la pompe. Voyez ce reportage de Loïc Régis. Des camions-citernes en route vers la Sahara, une image que de nombreux automobilistes attendaient. 7 stations-service ont été approvisionnées. Devant celle de l'aéroport, la file d'attente semble interminable. La nouvelle a vite circulé et les clients se précipitent vers les pompes. C'est la misère, de toute façon, ça va faire quoi, 2 jours, 3 jours maximum, puis après ça sera la même chose. Soulagement, oui. Surtout avoir trouvé la station, c'est déjà un grand soulagement, parce qu'il y en a pas mal, il n'y a rien comme essence partout. J'ai besoin de récupérer mon fils. Il y a des parents qui ont des enfants à l'école qui sont à midi, on n'est pas foutu de les récupérer parce qu'on est obligé de rester faire la file pour faire l'essence. C'est pas normal tout ça. Les forces de l'ordre encadrent la distribution afin que le calme règne. Face à cette forte affluence, les pompistes sont débordés. Il faut gérer. Depuis ce matin, on est là et puis on a reçu le camion vers les 11h. Depuis ce matin, c'est dur pour nous. C'est en fin de matinée que tout s'est joué. L'intersyndicale des transporteurs, en accord avec la préfecture, autorise l'approvisionnement de 6 camions à la Sahara. Pour l'instant, c'est la position adoptée pour la suite du conflit. Le président de la CTM refuse de discuter avec nous. Ce que nous avons toujours demandé, c'est la discussion, le dialogue. Vous avez vu tout de suite que nous sommes aujourd'hui présents avec un nombre de camions que nous allons faire sortir tous les jours pour que les Martiniquais puissent aller au travail, puissent évacuer à leurs besoins parce que ce sont des gens qui ont besoin de l'essence. En attendant un retour à la normale, l'activité se poursuit à la Sahara. La Sahara continue de raffiner. Les conséquences sont limitées puisque nous avons quand même, par anticipation, baissé un peu notre débit à la distillation pour être en toute sécurité, c'est très important. Mais pour l'instant, il n'y a pas de problème côté Sahara. Nous raffinons, nous avons du produit fini stocké dans nos bacs, dans nos réservoirs, prêt à être livré. Si quelques Martiniquais ont pu remplir leurs bacs, tous n'ont pas eu ce privilège. Le carburant se fait rare sur l'île. Pas facile, ça a fait 4e côté en passé. Et surtout, moi qui habite tout près là, je trouvé ça petit brin raide. Ça met le pays derrière, ça nous enferme en quelque part et ça nous met en colère et franchement on ne peut plus supporter. Depuis tout à l'heure je cherche de l'essence, j'ai déjà fait tout le tour et voilà, je n'ai pas trouvé. Donc je cherche toujours. Le gérant de cette station déplore un manque à gagner pour son entreprise. On ne peut pas recevoir de carburant, donc on ne travaille pas. Si on n'a pas de clients en voiture, forcément la boutique ne fonctionne pas non plus. Donc il y a des conséquences économiques dramatiques. En tout cas pour moi, elles sont dramatiques. Outre les particuliers, certains professionnels se retrouvent également pénalisés par la pénurie. C'est le cas des infirmiers libéraux. Il y a des réservoirs vides, ce qui fait qu'on a des choix, ils font des choix. Il y a des patients qui laissent tomber parce qu'ils ne pourront pas aller faire tous les soins. Or, les soins sont prescrits, c'est parce qu'ils sont nécessaires pour les patients. Autre conséquence de la mobilisation des transporteurs, l'activité du port tourne au ralenti. L'intersyndicale autorise seulement la circulation des conteneurs de bananes et matériaux de carrière pour le moment. En bref, au chapitre judiciaire, le motard qui avait foncé sur un gendarme lors de la parade du Sud en février dernier a écopé de 20 mois de prison avec sursis, 1 an de suspension de permis et 10 000 € de dommages et intérêts. La peine a été prononcée aujourd'hui. Le jeune homme de 23 ans, poursuivi pour blessure involontaire avec circonstances aggravantes, ne devrait pas faire appel selon son avocat.
Direction la Guyane, à Kourou, plus précisément. Après 24 heures de sitting, les membres du collectif pour la Guyane décollée ont quitté l'enceinte du centre spatial guyanais. Déçus, épuisés mais déterminés, ils accusent le coup de l'absence d'avancée suite à leur mobilisation. C'est un reportage de Charlotte Fleury et de Jonathan Larieux. Tels de véritables héros revenus du front, les élus et les membres du collectif quittent la base spatiale. Tout de suite après avoir franchi les grilles, la population restée en soutien devant l'entrée du CSG les accueille sous une salve d'applaudissements. C'est un moment historique et je suis encore tout émue de ce que je viens de vivre. C'était pas prévu, mais on continue. Ils ont eu le courage et ils se sont tous unis pour qu'on puisse obtenir ce qu'on en attend de l'État depuis de nombreuses années. Le Conseil des ministres de ce matin n'aura rien apporté de plus. Pourtant, malgré leur sortie de la zone spatiale, cette action menée constitue pour tous une véritable victoire. Nous avons affaire à un gouvernement qui est en train de mourir et qui, dans le fond, s'en fout de nous. Jusqu'à présent, nous avons toujours voulu respecter l'ordre républicain. On n'a jamais voulu de vagues et nous avons mis notre doigt là où ça fait mal. Ça fait mal à la France, ça fait mal à l'Europe. Les membres du collectif des 500 frères, eux aussi, semblent confiants quant à la suite des événements. La nuit passée en compagnie des élus a resserré les liens. Nous avons réconcilié donc les Guyanais, nos élus et nous-mêmes, nous ne formons qu'un. Donc aujourd'hui, nous serons vraiment en ordre de marche pour obtenir ce qui nous va de droit. Si aucune réponse concrète n'est arrivée après ce sit-in, l'objectif des manifestants était avant tout d'interpeller l'Europe sur la situation en Guyane. La Guyane, ce n'est pas que l'activité spatiale. Il faut qu'ils écoutent le peuple guyanais qui souffre. Il est hors de question qu'on souffre pendant qu'ils envoient des fusées. La France et l'Europe doivent prendre leurs responsabilités. La Guyane, c'est la France, c'est l'Europe. Donc on doit vivre ici, pareil qu'ailleurs en Europe. Une rencontre aura lieu ce vendredi avec Jean-Yves Le Gall, le président du Centre national d'études spatiales. Les collectifs appellent les Guyanais à se mobiliser devant l'hôtel préfectoral. Une situation sociale qui a été au cœur des discussions lors du Conseil des ministres qui s'est tenu ce matin à l'Élysée. Le gouvernement n'a fait aucune nouvelle annonce mais appelle à la fin de la grève. Quelques dizaines de manifestants originaires de Guyane venus pour assister au Conseil ont pu rencontrer le cabinet de la ministre de l'Outre-mer pour évoquer d'autres mesures à mettre en place. Voyez les précisions de notre correspondant Éric Dupuis. Pas question pour eux de relâcher la pression. Ces franciliens originaires de Guyane font écho dans les rues de Paris aux cris des manifestants de Cayenne. Aujourd'hui, ce mouvement spontané d'avoir des éclaircissements et d'aller à la recherche de l'information, c'est fait sur l'action tout aussi spontanée de nos collègues de rester au CSG. Donc on va au fil de l'actualité. Tous les Guyanais qui sont ici, je pense qu'ils sont comme moi, on vit au rythme de la Guyane. Pourtant, au même moment à l'Élysée, c'est la sortie du Conseil des ministres largement consacrée à la Guyane, où un investissement d'1,85 milliard d'euros a été confirmé au président de la République. Nous avons la volonté d'apporter des réponses concrètes, fortes, qui permettent de répondre aux aspirations et qui permettent de poursuivre dans la voie de l'apaisement pour graver dans le marbre toutes les décisions qui avaient été préparées et annoncées dans la plus haute instance de délibération de notre pays. Parmi ce milliard d'euros, près de la moitié sera alloué à la collectivité de Guyane pour réaliser des investissements structurels. La ministre a été confortée dans son action par le chef du gouvernement, malgré un article du Canard enchaîné révélant le matin même une grosse colère du Premier ministre après ses excuses devant les Guyanais. Je n'étais pas là. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, j'ai eu les félicitations du Premier ministre et du Président de la République pour le travail que j'ai fait. Un travail qui n'est pas fini car devant son ministère, les relais des 500 frères à Paris restent mobilisés. Ça fait 3 semaines de conflit pour dire des choses que tout le monde sait apparemment et pour constater un retard qui est avéré. Donc le bout qu'ils ont fait, c'est une première partie, c'est de 1 milliard. Maintenant, ils travaillent sur le reste. Et on ne parle pas de montant en fait, on avance. Mais il y a encore beaucoup de boulot. Pour le 3e samedi consécutif, ces Guyanais se rassembleront à Paris et feront entendre leur voix ainsi que celle de leurs frères de Cayenne.
Le nez qui pique, la gorge qui gratte, les yeux irrités. Vous êtes très nombreux à ressentir les conséquences de la brume de sable qui stagne au-dessus de nos têtes en ce moment. Depuis 4 jours, l'indice atmosphérique est de 9 sur 10, c'est-à-dire que la qualité de l'air est mauvaise. L'occasion pour nous de vous rappeler les bons comportements à adopter pour vous protéger de la pollution. Voyez ce reportage d'Alvin Corsi. On ne la voit pas forcément et pourtant la brume des sables est bien présente depuis 4 jours dans notre environnement. Quand l'air n'est pas bon, c'est pas trop bon pour nous. Et puis ça agit sur nos poumons. Il faut minimiser les efforts physiques, quoi. Mais c'est pas bon pour moi parce que j'ai fait, comme j'ai fait du las, c'est pas trop bon pour moi les brumes de sable. Avec un indice de 9 sur une échelle de 10, la journée d'aujourd'hui marque le pic le plus intense de pollution de l'air. Une brume des sables venue du Sahara, mais qui semble normale étant donné la période. Actuellement, on est dans une période de carême où il fait chaud, il fait sec, il y a moins de vent, donc l'air est plus lourd et du coup il y a une moins forte dispersion des polluants. C'est pour ça qu'on a cet épisode. Difficile de ne pas être touché par les particules fines qui flottent dans l'air, mais il est tout de même possible de diminuer les risques d'intoxication. Pour les insuffisants respiratoires et les personnes allergiques, donc il est recommandé de prendre leur traitement, d'éviter de faire du sport à l'extérieur. Et pour la population en général, donc pour quelqu'un qui fait du sport mais qui n'est pas concerné par des problèmes respiratoires, il est déconseillé d'aller courir et de faire de l'activité physique intense parce que ça peut compromettre quand même les performances physiques et créer des gènes respiratoires. Depuis mardi, une procédure d'alerte a été activée par la préfecture, mais d'autres mesures pourraient diminuer les risques de pollution. Un des leviers pourrait être de réduire la circulation automobile, mais il faudrait qu'en échange, comme ce qui se passe dans d'autres régions, qu'il y ait une alternative à la voiture individuelle, c'est-à-dire plus de transports en commun, etc. Donc c'est vrai que la mise en place d'un TCSP pourrait permettre ce report justement pour que les personnes puissent laisser la voiture pour utiliser le transport en commun et donc il pourrait y avoir un bénéfice pour la qualité de l'air. Les prévisions indiquent une amélioration dès demain et un retour à la normale dans la journée de vendredi. Et un retour à la normale prévu ce vendredi, juste à temps pour l'ouverture du salon Valora. Une 50aine de stands sera installée à côté du stade de Dillon autour du bien-être justement et du développement durable. Pour en parler, nous recevons l'organisateur du salon, Philippe Pied. Bonsoir. Bonsoir. Merci bonsoir à vous. Téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, c'est la 2e édition de ce salon. En cette période de pollution de l'air, on a bien besoin de conseils écolos. Alors, sur place, on pourra trouver des solutions pour protéger notre environnement. Expliquez-nous. Alors, en fait, sur place, sur le village Valora, vous trouverez effectivement des solutions pour protéger notre environnement, mais aussi nous-mêmes, et des solutions pour économiser. Alors, économiser comment? Avec des gestes simples qui ne coûtent rien. Éteindre sa lumière, on fait des économies d'eau, des économies d'électricité, par exemple. Et protéger notre île des déchets, des décharges sauvages, pour qu'on puisse garder toujours une île belle comme nous l'avions connue lorsque nous étions un peu plus jeunes. Et puis aussi protéger nous-mêmes en ayant une alimentation saine. Voilà. Alors, on va parler de la gestion des déchets, justement. Alors, plusieurs stands seront consacrés au recyclage, celui des déchets, mais il y a également celui des matériaux pour faire des meubles. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'on pourra trouver? Le village Valora, c'est vraiment un village, donc c'est très vaste. Et vous avez plusieurs petits quartiers à l'intérieur de ce village qu'on appelle, disons, des pôles. Par exemple, le pôle eau, assainissement, air. Vous voyez qu'on est en plein dans l'actualité. Valorisation, déchets, tri, enfin, tous les pôles, agriculture, biodiversité. Et par exemple, vous avez parlé de meubles. Nous aurons, sans citer de nom, mais des entreprises qui vont vous montrer, vous apprendre comment, avec des palettes, par exemple, ou des choses qui sont amenées à aller à la poubelle, comment on peut les récupérer et en faire des objets de tous les jours qu'on utilise tous les jours. Et j'ai moi-même été surpris de voir la beauté des choses qu'on a pu faire et que vous verrez sur le village Valora cette année. Cette année, nous aurons quelque chose de magnifique. Je suis épuisé, mais très content de pouvoir offrir ça à mes compatriotes martiniquais et martiniquaises. Alors, épuisé, vous avez pour objectif quand même de sensibiliser les Martiniquais à l'écologie. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de travail à faire pour que nous devenions de bons écolos?
Oui et non. Oui et non, de plus en plus. L'an dernier, sur le village Valora, donc je vous parle de notre expérience que nous avons eue, 10 000 personnes sont venues, 1652 élèves sont venus, et chacun était très intéressé par tout ce qui concerne le développement durable, l'écologie, la propreté de son pays, les économies d'énergie. Déjà un peu présensibilisé aussi, non? Déjà un peu présensibilisé, mais on aurait dit que plus ça va, plus les gens comprennent. Enfin, quelqu'un m'a dit un jour, la nature reprend toujours, revient toujours. Et plus ça va, plus les gens sont en train de comprendre que c'est bien d'avoir un petit jardin créole par exemple, où on pourra vous apprendre, enfin on vous apprendra à en faire un, à planter des plantes, à consommer mieux, à trier, à recycler, à valoriser. Et oui, et c'est valable de par le monde d'ailleurs. Alors le parrain de la manifestation de ce salon cette année, c'est l'archevêque Monseigneur David Macaire. Expliquez-nous ce choix. Alors, le parrain, c'est effectivement Monseigneur David Macaire. Pourquoi? Parce qu'il y a une lettre encyclique donc, du pape qui s'appelle le Laudato Si, qui prône, je résume en 2 mots, protégeons notre maison commune qui est la terre. Et dans cette lettre, qui est très intéressante à lire, longue, mais très intéressante à lire, il parle de tout ce qui touche au développement durable, aux économies d'énergie, à la protection de notre planète et au partage entre les êtres humains. Parce qu'il n'y a pas que protéger la Terre, il faut aussi se protéger soi et se respecter soi-même et les autres. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Alors, Merci. on rappelle que le salon est programmé ce vendredi, samedi. Il y aura même une garderie prévue pour les enfants, c'est ça? Exactement, faite par des professionnels. Et l'entrée est gratuite. Et l'entrée est gratuite. Et s'il vous plaît, venez nombreux. Le slogan de notre publicité, c'est papa, maman, mamie, copains, Vini, Valora, c'est pour nous, c'est pour nous-mêmes, c'est pour demain. Venez nombreux, s'il vous plaît. En nous protéger, pays-nous. Que nous aimons. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Restez avec nous à suivre. Dans un instant, nous reviendrons sur le show offert ce week-end par les Vikings à Paris. Les pionniers de la cadence créole ont enflammé la scène du New Morning. Et puis dans notre JT des communes, Hubert Bornil vous parlera de la très belle récolte d'un couple de pilotins, des navets de 2 kg pièce. Partons tout de suite en Guadeloupe et direction Basse-Terre. Les commerçants dénoncent une désertification grandissante du centre-ville. Ils mettent directement en cause la politique de Marie-Luce Panchard qui a élargi les zones de verbalisation du stationnement payant. Voyez ce reportage de Karen Diamant et d'Isabelle Abou. Alors que la zone rouge faisait déjà grincer les dents des commerçants, aujourd'hui, après un arrêté municipal, les zones orange et vertes, initialement libres de stationnement, sont devenues payantes, au grand désespoir des commerçants. Il y a plusieurs méthodes d'échapper à la zone orange et à la zone verte. Donc on s'éloigne bien sûr de la ville et donc on marche beaucoup, on fait du covoiturage. Il y a même des gens qui font du covoiturage jusqu'à Desmarais, jusqu'à Versailles. Mais alors ça pose des problèmes à Desmarais, à l'hypermarché, dont lui occupe de la place qui n'est pas fait pour ça. Hein. C'est pas un parking, c'est un parking pour la clientèle de Desmarais, donc ça a des incidences sur l'hypermarché. Si plusieurs rencontres ont eu lieu entre le comité et la municipalité, aucune solution satisfaisante n'a été trouvée. Nous avons proposé un abonnement à 30 € pour les salariés, ce qui est un tarif raisonnable. Aujourd'hui, ça a été refusé puisque nous avons demandé 150. Et la CGSPU nous a répondu qu'elle n'avait plus de place. À qui elle a donné les abonnements en enclos et en silo? Quid? Puisque les enclos sont vides. Donc la ville est morte, il n'y a pas de solution pour les usagers et forcément pour les clients, ça reste encore cher malgré la baisse de 50 centimes de l'heure. Donc en tant que commerçant et tout socio-professionnel qui travaille à Basse-Terre, l'avenir est très sombre. Depuis la mise en place de ce nouveau dispositif de stationnement, les commerçants assistent impuissants à l'exil des visiteurs, une vision qui devrait les pousser à réagir très bientôt.
De retour en Martinique avec un nouveau partenariat signé ce matin entre le Crédit Mutuel et l'association Vendavoile 972. Un sponsoring qui permettra à l'équipage de participer à la 8e édition des voiles de Saint-Barth. Une bonne nouvelle pour l'association qui avait déjà remporté la course ces 2 dernières années. Voyez les précisions recueillies par Alvin Corsi. Il s'agit d'un renouvellement de partenariat qui existe déjà depuis 6 ans. Et qui est donc renouvelé pour 2 années supplémentaires. Donc c'est une vraie relation de confiance qui existe entre le Crédit Mutuel et l'association Vendavoile 972. Pour nous, l'objectif, c'est de faire la promotion et la démocratisation de la voile. C'est une course qu'on a déjà remportée 3 fois successivement. Et là, ce sera peut-être la 4e fois. Bon, je ne connais pas tout le plateau des inscrits. Mais on a quelques concurrents qui sont assez sérieux et donc de toute façon le jeu il est remis quoi. Enfin moi je m'avance pas, hein. Chaque fois c'est différent. Comme je dis à chaque fois les dés ils sont remis sur la table, donc ça serait bien qu'on gagne. On fera tout pour gagner, mais il n'est pas dit que à 100% on va gagner quoi. Place au football maintenant. Le premier finaliste régional du Trophée Mutuel Margaillard est connu. Hier soir au stade Georges Gracian du Lamentin, le club franciscain a battu le club colonial sur le score de 3-0. Récit du match de Caril Chassol et de Michelet François. D'entrée, le club franciscain en vert et noir tente de mettre en place son jeu. Après 3 minutes, Vermignon est mis à contribution. Les clubistes répondent du tac au tac. Le match est lancé. 2 opportunités pourtant en trompe-l'œil, aucune des formations ne se procure d'occasion franche. À la pause, le score est nul et vierge. Vainqueur 1-0 à l'aller, le club colonial est dans une bonne position, mais cela ne dure pas. Après cette occasion franciscaine à la 66e minute, les affaires clubistes se compliquent avec cette expulsion de Bernabé à la 70e minute. Si rapidement Franciano Itinov oblige Vermignon à une parade, c'est à 5 minutes de la fin que le club franciscain ouvre la marque sur cette action de Minger. Dès lors, les 2 formations se procurent des occasions. Mais plus rien n'est marqué. Et à l'issue du temps réglementaire, le score est d'1-0. Il faut disputer une prolongation. Et 5 minutes après le début de celle-ci, les franciscains doublent la mise. Et à 1 minute de la pause de la prolongation, le club franciscain obtient un pénalty. Il est transformé par Patrick Persin. Les franciscains s'imposent au final 3-0 et se qualifient pour la finale régionale du Trophée Mutuel Margaillard. On savait qu'ils allaient nous attendre. Ils ont fait ça, ils ont tenu 60 minutes. C'est vrai qu'à 10, c'était oui, monsieur, oui. Et donc c'est chose faite, on a gagné 3-0. Grâce à la prolongation, on a été plus frais physiquement qu'eux. Parce que bon, avec l'accumulation des matchs et un joueur en moins, c'est clair que l'équipe qui a un joueur de plus est avantagée. L'autre demi-finale retour oppose ce soir 20h le Golden Lion au CSKA Pilote. Sport toujours en basket. L'Éclair de Rivière-Salée pour les femmes et le Golden Lion pour les hommes se sont imposés hier soir lors des demi-finales play-off aller. Des matchs qui se sont déroulés au Hall Pellière de Nassier, à Fort-de-France. Et José Le Chertier était sur place. Regardez. C'est au rythme des tibois et des tambours que débute cette demi-finale des playoffs entre le Golden Lion en blanc et l'Éclair de Rivière-Salée. En bon capitaine, Pascal Tourbillon ouvre la marque pour ses couleurs. Si les Joséphines répliquent, ce n'est pas suffisant pour stopper la marche en avant des Saléennes. Au premier quart-temps, l'écart est de 4 points, 10-6 en faveur de l'Éclair. À la reprise, les Joséphines font jeu égal, 10 partout. Si les filles de Jean-Philippe Mételli prennent l'avantage, 18-15, c'est de courte durée. Les Saléennes refont surface et à la mi-temps, le score est de 23-18 en faveur de l'Éclair. Au retour des vestiaires, l'Éclair accentue son avance. Les Joséphines, à bout de souffle, abdiquent. L'Éclair remporte ce match aller sur le score de 49-38. Il faudra, avec les matchs
matchs à venir, vraiment, moins se gaspiller de balles parce que ce sont des balles qui sont données à l'adversaire et on peut les payer cash face à une équipe beaucoup plus percutante. Mais bon, on va se contenter de la victoire. Chez les hommes, pas de perte de temps, le Golden Lion en rouge imprime le rythme. Lussac ne se laisse pas faire et offre une belle opposition au tenant du titre. Mais c'est mal connaître le Golden Lion, les partenaires de Loïc Dijon prennent l'avantage et mènent à l'issue du premier quart-temps 23-16. Au second, le Golden Lion trouve sa vitesse de croisière, l'écart s'accentue, le chrono défile. À la pause, le score est de 45-35 en faveur du Lion de Saint-Joseph. Au retour des vestiaires, les Joséphins confirment leur suprématie et concluent cette demi-finale par un festival de shoot à 3 points. À la fin du temps réglementaire, le Golden Lion s'impose largement sur le score de 99-68. On reste sous notre logique de saison, de prendre les matchs les uns après les autres, sachant que voilà, on est les favoris, on ne va pas se cacher. Donc maintenant, voilà, ce qu'on veut, c'est défendre nos titres, tous les titres qu'on a gagnés l'année dernière. En ce moment se déroule au Palais des Sports de Beauséjour les autres demi-finales opposant chez les femmes la Gauloise au Golden Star, chez les hommes le SC Laventinois face à la Gauloise. Les matchs retour sont prévus le mardi 11 avril à Saint-Joseph et le mercredi 12 au Palais des Sports du Lamentin. Culture avec le grand retour des Vikings. Ces Guadeloupéens qui ont marqué les années 70-80 avec des influences funk, soul et latino sont considérés comme de véritables pionniers de la cadence créole. Ils ont enflammé la scène du New Morning à Paris le week-end dernier et Solène Boissé était de la partie. Regardez. Une file d'attente dans la rue des Petites Écuries pour les Vikings de Guadeloupe. Depuis l'année dernière, le groupe mythique des années 70 revient sur la scène parisienne après presque 40 ans d'absence. Plusieurs générations partagent la même nostalgie, mais aussi l'attente d'un concert endiablé. On a beaucoup dansé sur ces airs. Je pense même m'être marié sur leur musique. Même s'il y a des fausses notes, on ne va pas porter attention. On va dire, ben, au moins ils sont là. J'ai la tenue adéquate, hein. Basket, jean, parce que quand ça va commencer à bouger, je ne serai plus sur mon siège. Hein. Pendant 2 bonnes heures, ils ont fait danser la foule et pas dans n'importe quelle salle. Le New Morning, connu pour ses grands noms du jazz et de la scène afro-caribéenne. Nous nous trouvons étrangement heureux d'avoir notre nom sur le même pédigré, donc que ce soit Nina Simone depuis des années, Eddie Palmieri et tout le reste. Et pour nous, c'est un honneur et une joie dans notre catalogue de dire « j'ai fait le New Morning ». Et dans la salle, c'est un public parisien très éclectique. Si pour beaucoup ce sont des souvenirs de jeunesse, d'autres ont hérité des goûts musicaux de leurs parents, ou encore même de leurs grands-parents. Et de manière générale, le retour de la musique live fait son effet. Il y a un vrai retour en force de cette musique-là avec un public de l'époque qui est fidèle et un nouveau public. On est très content de les avoir sur Paris pour les voir en live. Ils ont toujours autant la pêche. Avant l'année dernière au Zénith, leur dernière date à Paris, c'était en 1978. Ça nous manque Paris. Alors c'est toujours simplement un grand moment de revenir pour voir nos fans qui sont là depuis belle lurette. Ce concert marque la fin de leur tournée européenne, mais une nouvelle se profile à l'international et notamment en Côte d'Ivoire. En attendant, ils seront le 28 avril en Colombie pour représenter la Caraïbe française. Le temps des Vikings de Guadeloupe est loin d'être révolu. Culture toujours avec ce grand rendez-vous prévu demain. M'appelle Mohamed Ali de Dieudonné Nyanguna est à découvrir demain soir à 20h au Tropicatrium. Après 250 représentations dans 19 pays, la pièce sera jouée à la salle France Fanon de la scène nationale. La pièce a décroché le prix Critique Théâtre et Danse en Belgique en 2015 dans la catégorie Seul en scène. Regardez un extrait de ce qui vous attend. C'est l'art de ne jamais te laisser accaparer. Souffle comme le vent, reste souple à chaque matière, flotte comme un papillon et pique comme une abeille. Quand on prend le personnage lui-même de Mohamed Ali, on a tout de suite les thèmes, hein, c'est-à-dire le combat, on a la résistance, on a la confiance en soi, la combativité, mais surtout à travers son parcours aussi, on a toutes les luttes des Afro-Américains pour leurs droits civiques, mais aussi tout le combat pour l'Afrique et l'indépendance de l'Afrique que Mohamed Ali a intégré depuis qu'il est arrivé ici en 1974 à Kinshasa pour ce fameux combat. On sait mieux que mon combat est avant tout un combat politique et il restera un engagement politique. Parce que
gens ne servira absolument à rien. Mériter le respect, gagner le respect et donner le respect à la race noire, à la culture noire, à la nation noire, et l'élever enfin pour qu'on le regarde sous un beau jour, fier et digne. Et c'est le moment de nous rapprocher un peu plus de vous. Nous passons à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence à Casse-Pilote à la rencontre d'un couple d'agriculteurs qui a fait une très belle récolte. Des navets allant jusqu'à 2 kilos pièce. Hubert Bornil et Valérie Vincent sont allés voir ça de leurs propres yeux. Regardez vous-même. Léo de belles navets, faut qu'on monte en l'été à Casse-Pilote pour voir bagaille là. Ça sent bagaille que moun pas jamais ouais. Mon mani et puis monsieur Gâteau qui a fait des sacrés navets comme ça, des gros bagailles comme ça. Et c'est ça, peuple en main, il y a un marché spécial Gavani. Au quartier Choiseul, à Casse-Pilote, tout le monde connaît monsieur Gâteau, l'agriculteur. Aidé de sa compagne, chaque jour, il se retrouve sur la parcelle où plusieurs cultures sont pratiquées, concombres, patates, aubergines, piments végétariens. Mais aujourd'hui, nous sommes là surtout pour la curiosité du moment, la récolte de navets. La première fois, nous faisons aussi gros navets comme ça. D'habitude, il n'y a pas autant gros comme ça, il y a plus petit. Mais là, peut-être c'est dû à temps, quoi. Je navet, mais pas goûter ça. Pas nous dire ça, pas goûter ça non plus. Des navets pesant jusqu'à 2 kilos du jamais vu, même pour les principaux concernés. Ça arrive moins d'y peser des navets de 3 kilos. Des productions réalisées sans apport chimique, seulement du lisier, ce qui fait la fierté des agriculteurs du Nord Caraïbe. Tout le reste, nous dit-on, est une question de savoir-faire et de pratique. Nous avons labouré, la preuve en est, nous tracteurs, nous avons labouré, et puis voilà, et puis des herbes là qui ont pourri. Et puis à ce moment-là, il y a nous ça, produit là. Là, c'est en culture de patates. Là, moi, j'ai tiré navet pour moi planter, pour patates là, puis grossir. Nous avons fait des mortifiés, mais nous ne pouvons pas labourer et planter comme ça. Nous avons élaboré, puis démortifier, puis après, nous ne pouvons pas planter. Une chose est sûre, en tout cas en ce moment, c'est le navet qui tient la vedette sur l'exploitation. Le navet, ce n'est pas un bagage qu'à vendre, mais bon, je vais vendre puisque bon, il y a fait pas mal de choses et puis ça y est en toute sauce quoi. Il y a fait gratin tout bagage. Hein. Ça c'est un affaire navet tout bonnement. Alors si vous les joignent ces gens là, moi dis en marché spécial, c'est un bas cocoa pour taper bon navet, bon patate et puis maman ni Muriel, tout le monde connaît comme ça, en bas cocoa. Quelques informations pratiques avant de refermer cette édition. Notez que des coupures d'eau potable sont prévues demain de 8h à 18h dans la commune du Lamentin. Sont concernés les quartiers La Dupuis, Chemin Bac, Capulot, Chemin Sylvestre, Bellevue, Morne-Serpent, Morne-Venté, Roche-Carré, lotissement Les Domaines de Roche-Carré et Chemin Raquil. Pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain, notez qu'un camion de l'EFS sera stationné de 9h à 14h sur le parking du centre commercial Place d'Armes au Lamentin. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants avec Antje Peya. A tout de suite.